Cette vidéo est peut-être, disons, la plus difficile, parce que si on veut vraiment manier la physique quantique, il faut parler d'un phénomène qui a été introduit par Heisenberg en 1927, qui est donc la relation d'indétermination. Avant de faire ça, on va résumer où on en est. Donc, je vais prendre un autre scientifique, qui lui n'est pas physicien, mais mathématicien. C'est Henri Poincaré. Il écrit un livre en 1914 qui s'appelle La science et l'hypothèse. 1914, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, quand le livre de Poincaré va paraître, ça va passer un peu inaperçu, parce que le monde il est occupé avec d'autres problèmes, il y a des bruits de bottes de partout, il va y avoir des millions de morts, l'Allemagne et la guerre vont se faire, l'Allemagne et la France vont se faire la guerre, et puis ça va entraîner un conflit mondial. Donc, ce que dit Poincaré en 1914, la matière n'existe pas, ça va un petit peu passer à la trappe. Alors voilà, on trouve ça donc, dans son dernier chapitre. Alors c'est bien, il appelle ça la fin de la matière. Vous voyez, si vous aviez encore des doutes que la matière existe, là en 1914, il n'y avait aucun doute, ça ne pouvait pas exister. Alors l'une des découvertes les plus étonnantes que les physiciens aient amenées dans ces dernières années, c'est que la matière n'existe pas. Voilà. Donc j'aime bien citer cette phrase parce que Poincaré, c'est quand même celui qui est à l'origine de la théorie de la relativité. Il a fourni les équations, après Einstein, lui, en a fourni l'interprétation physique. C'est quelqu'un qui est il connaît très bien la science, il a écrit son livre, moi je l'ai lu, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Un gars très intelligent, et si un gars comme ça vous dit que la matière n'existe pas, ben, vous pouvez croire qu'il ne dit pas ça pour rien. Hein. Il sait de quoi il parle. Alors évidemment, je vous ai montré qu'effectivement la matière est une onde, en fait, et donc une onde de probabilité. C'est pas matériel, donc c'est plutôt, il y a du vide. On va préciser tout ça, mais on est encore pour l'instant dans un cadre où on ne peut pas trop aller dans le détail parce qu'il nous manque quelque chose. Alors par contre, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la matière, en fait, si elle n'existe pas, il y a quelque chose qui existe, c'est le spectre de fréquence. Et de fait, quand vous regardez dans la nature, ce que vous voyez, que vous interprétez comme de la matière avec ces petites boules, par exemple, on va prendre le lingot d'or, vous voyez, il a une couleur. Il a une couleur. C'est-à-dire que ce que j'interprète de cet objet de matière, c'est une couleur, puisque la couleur, c'est une onde, c'est la fréquence, elle est fixée par la fréquence que est renvoyée par l'interaction entre la lumière qui éclaire cet objet et mon œil. Si je prends le cuivre, ben j'ai une autre couleur, c'est un truc qui tire un peu sur le rouge. Il y a des métaux qui sont parfaitement réfléchissants et incolores, c'est le cas du fer, du magnésium qui est ici. Voilà, donc la matière n'existe pas, c'est-à-dire que ce qui existe, c'est des spectres de fréquence. Et comme je vous l'ai dit, avec cette image de la roue sur son tabouret qui tourne à toute vitesse, vous pouvez comprendre que plus la fréquence de rotation interne de l'objet est grande, et plus cet objet apparaît comme dur et impénétrable. Il prend les caractéristiques de matière, alors que foncièrement, si vous arrêtez sa rotation, vous voyez que c'est une roue de bicyclette avec plein de vide. Voilà, donc c'est ça, la matière. C'est quelque chose qui vibre à très haute fréquence. Et l'autre caractéristique qu'on a appris, c'est que ces fréquences ne sont pas continues. C'est-à-dire que je peux vibrer avec cet état-là, avec une certaine fréquence. Je peux vibrer, enfin c'est un atome d'hydrogène, hein, vous voyez, il peut vibrer sur une autre fréquence. Puis sur une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, ben, j'en en a représenté 10. Alors, ces formes, on les obtient en résolvant l'équation de Schrödinger. C'est ce qui permet de calculer ces formes. Et ça veut dire quoi, en gros? Ben, ça veut dire que la matière, elle est là, où il y a du blanc. Par contre, là où c'est noir, elle ne peut pas y être. Il y a ce qu'on appelle des interférences destructrices, qui fait que la matière prend des formes. Et comme vous le voyez, entre cet état-là et cet état-là, ben, je n'ai rien. Je n'ai pas d'état intermédiaire. Alors qu'en physique classique, entre deux états, vous pouvez toujours trouver un état intermédiaire qui est à mi-chemin entre les deux états dans lesquels vous êtes en train de transiter. En physique quantique, non. Soit vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes là, et c'est pour ça qu'on prend des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Alors en fait, on en prend plus, hein, il en faut 3. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un espace à 3 dimensions, et que pour caractériser complètement cet espace à 3 dimensions, il faut au moins 3 nombres entiers, qui vont donner ces formes caractéristiques.
Donc, d'une part, la matière est un spectre de fréquence, d'autre part, c'est un spectre discret de fréquence, c'est pas continu. Et puis, en fait, on voit bien que c'est l'observateur qui crée la réalité, parce que le même objet qui est un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène, oui, ben, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave, un atome d'hydrogène, on prend comme une boule, ben non, c'est pas une boule, ça peut être toutes ces formes que vous voulez, suivant le dispositif expérimental que vous choisissez pour l'observer. Pourquoi? Parce que pour obtenir ces formes, ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie. Plus vous mettez d'énergie, et plus les formes deviennent complexes. Moins vous mettez d'énergie, et plus les formes sont simples. Mais il n'y a pas une forme, il y en a une infinité. C'est-à-dire qu'un même objet peut apparaître sous une infinité de formes. C'est l'observateur, par le dispositif de mesure, qui définit quelle sera la forme et la fréquence qu'on va utiliser. Alors, on va introduire donc ce principe d'indétermination qui est fondamental. Alors, on va l'appeler la première quantification pour que les choses soient un peu simples, parce que je ne peux pas vous mettre de raisonnement trop mathématique. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Il a été introduit par Heisenberg en 1927. Alors pour Heisenberg, c'est simple. Vous avez une réalité qui est des matrices. Vous prenez la matrice A, vous la multipliez par la matrice B. Et ensuite, vous prenez la matrice B, vous la multipliez par la matrice A. Et vous observez que le résultat n'est pas le même. On appelle ça la non-commutativité. Et Heisenberg va pouvoir expliquer que, en raison de cette non-commutativité, il y a deux observables qu'on ne peut pas mesurer en même temps. Ces observables, les voici, c'est d'une part la position et d'autre part la vitesse. Alors, en toute rigueur, ce n'est pas la vitesse, c'est le produit de la masse par la vitesse qu'on ne peut pas observer. Mais comme dans cette physique de première quantification, la masse est constante, elle ne change pas, on n'est pas en relativité restreinte, la masse reste identique, toujours égale à elle-même. Que vous multipliez par la masse ou pas, c'est la vitesse qui est bien le paramètre avec lequel on raisonne. Alors voilà, vous allez vous poser la question, si ma vitesse est parfaitement définie, alors regardez comment ça se traduit, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une vitesse qui est parfaitement définie? Bien, il faut que ma longueur d'onde soit parfaitement définie, puisque, d'après la relation de De Broglie, ça c'est une constante, ça c'est une constante. Donc si je veux que cette vitesse soit connue avec précision, il faut que je connaisse avec précision la longueur d'onde. Autrement dit, c'est ce qui est représenté ici. Si je connais très bien la longueur d'onde, j'ai une belle sinusoïde. C'est comme quand vous prenez un instrument de musique et que vous tapez une seule note. Ben, si vous prenez un appareil de mesure, vous verrez une oscillation parce qu'il y a une longueur d'onde qui est unique. Et donc ça veut dire que j'aurai une vitesse qui est unique. Eh bien, la conséquence du quantum d'action, c'est qu'à ce moment-là, vous ne savez plus où vous êtes. Vous connaissez votre vitesse, vous connaissez parfaitement votre longueur d'onde. Automatiquement, comme le quantum d'action n'est pas nul, eh bien, vous ne savez plus où vous êtes. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien, parce que quand l'onde est rigoureusement périodique, ce qui va dire où est la particule, c'est le maximum. Là où il y a un maximum, ben, c'est-à-dire la particule a plus de chance d'être là, là où ça passe par zéro, ben, elle n'est pas là. Et vous voyez que ces maximums, j'en ai là, 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 j'en ai en fait partout. C'est-à-dire qu'une fois que je prends une onde rigoureusement monochromatique, je ne sais pas où je suis. Elle peut être là, 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 elle est partout à la fois. Et donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est si vous inversez. C'est-à-dire si vous savez exactement où vous êtes. C'est-à-dire quand vous savez exactement où vous êtes, vous voyez, vous prenez ici votre point, et vous voulez donc être ici avec exactitude, alors ma vitesse devient totalement indéterminée. C'est-à-dire que, comme je cherche à être ici, pour obtenir quelque chose qui est en vitesse, ben vous voyez que maintenant la vitesse, c'est l'onde verte, c'est elle qui est monochromatique en vitesse, ce qui fait que je peux être là, là, là ou là, et de nouveau je perds toute précision sur la vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on peut résumer dans la relation qui est ici. Il y a la connaissance du produit de la masse par la vitesse que multiplie la connaissance, la précision de ma connaissance sur la position ne pourra jamais être rendue plus petite que le quantum d'action sur 2. Le facteur 1,5 est là pour juste des raisons de cohérence, parce qu'on a une équation qui est l'équation de Schrödinger qui modélise ça très bien et qui fait apparaître le facteur 1,5. C'est pas critique. Hein. Voilà. Donc ça c'est
une des grandes relations de la physique quantique, deux variables qui ne peuvent pas être mesurées avec une précision arbitraire simultanément. On retrouve le théorème de Détouche-Février que je vous avais introduit précédemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux variables qui sont incompatibles, il n'y a pas de variable d'état, il faut donc utiliser des nombres complexes pour décrire la réalité, et tout en découle à ce moment-là de façon logique. Voilà, alors, ce principe, on va voir que c'est lui qui va nous permettre de rétablir un petit peu de l'ordre dans le désordre qu'avait provoqué la physique quantique quand elle était apparue, avec les capacités calorifiques qui étaient n'importe quoi, le corps noir qui divergeait avec des rayons gamma, et l'atome qui ne pouvait pas exister. On va voir que ce principe d'incertitude, il résout un petit peu tout.